Donald Trump veut sortir de la guerre contre l'Iran, mais le détroit d'Ormuz, la voie maritime la plus importante de la planète, reste sous contrôle iranien. 32 jours de bombardement, et désormais l'essence a dépassé les 4 $ le gallon pour la première fois depuis 2022. Au même moment, le détroit d'Ormuz fonctionne désormais comme une route à péage iranienne, l'Iran facturant 2 millions de $ par navire pour le passage. Cette guerre a été vendue comme une opération de 4 à 6 semaines. Cette fenêtre est en train de se refermer. Et chaque issue que Trump peut envisager mène à une version différente de la même défaite. Au cours des prochaines minutes, je vais expliquer exactement pourquoi Trump agit avec tant d'empressement pour sortir de la guerre qu'il a déclenchée et ce qui se passera lorsque la réserve stratégique de pétrole sera épuisée dans les 2 prochaines semaines. Voici maintenant ce que nous savons. Le 30 mars, le Wall Street Journal a rapporté que Trump avait dit à ses propres conseillers qu'il était prêt à mettre fin à la guerre, même si le détroit d'Ormuz restait fermé. Il a estimé que tenter de le rouvrir par la force prolongerait le conflit bien au-delà de sa propre échéance. Le lendemain, sa porte-parole, Karoline Leavitt, l'a confirmé depuis le pupitre. Elle a énuméré les objectifs centraux de la guerre: détruire la marine iranienne, démanteler ses infrastructures de missiles et de drones, affaiblir ses relais régionaux et empêcher toute capacité nucléaire. La réouverture du détroit ne figurait pas sur cette liste. La voie maritime, qui étouffe l'économie mondiale, a discrètement été retirée de la liste des conditions de victoire. C'est une réécriture de la justification de la guerre, et cela s'est produit en direct à la télévision. Dans l'univers trumpiste, déplacer les poteaux revient apparemment à marquer. Puis, la situation a empiré. Le 31 mars, Trump a déclaré aux journalistes que la guerre s'achèverait en 2 à 3 semaines. Il a affirmé que les États-Unis pourraient partir dans 2 à 3 semaines, car il pense que les principaux objectifs militaires peuvent être atteints sans guerre plus large et plus longue. Quelques heures plus tard, il a publié un message sur Truth Social disant aux alliés de l'OTAN de retrouver un courage bien tardif, d'aller dans le détroit et de simplement s'en emparer. Il a qualifié la France de très peu utile. Il a dit au monde: les États-Unis ne seront plus là pour vous aider. Le secrétaire d'État Marco Rubio a tenté d'adoucir le propos, en assurant que le détroit rouvrirait d'une manière ou d'une autre. Mais le message était clair. Les États-Unis ont déclenché cette guerre. L'Iran a répondu en verrouillant le corridor énergétique le plus important de la planète. Et désormais, l'Amérique dit au reste du monde d'aller régler cela lui-même. Voilà une certaine idée du leadership. On allume l'incendie puis on distribue les seaux aux autres. Il faut parler de ce que l'Iran a réellement mis en place pendant que la Maison-Blanche lançait des menaces, car c'est l'élément que la plupart des gens ne voient pas. La plupart des gens pensent que l'Iran s'est contenté de bloquer le détroit d'Ormuz comme il menace de le faire depuis des décennies. Un arrêt brutal, des navires immobilisés, une voie maritime scellée. En réalité, l'Iran a fait quelque chose de bien plus calculé et bien plus dangereux. Il ne s'est pas contenté de fermer le détroit. Il l'a transformé en point de contrôle souverain, avec un système d'accès géopolitique à 2 vitesses, et il prépare désormais une législation permanente pour le maintenir ainsi. Avant le début de la guerre, le 28 février, environ 100 à 110 navires traversaient Ormuz chaque jour, transportant 20 millions de barils de brut, soit 1/5 de tout le pétrole transporté par mer sur la planète. Depuis le lancement de l'opération Epic Fury, ce chiffre s'est effondré de 95%. Lloyd's List Intelligence n'a recensé que 142 transits au total entre le 1er et le 1er 5 mars. Sur la même période l'an dernier, en 2025, ce nombre était de 2652. Un mois de trafic en temps de guerre équivaut à peine à une seule journée en temps de paix. Le corps des gardiens de la révolution islamique a mis en place ce que l'industrie maritime appelle désormais le péage iranien. Tout navire souhaitant passer doit soumettre son manifeste de cargaison complet, la liste intégrale de l'équipage, les documents de propriété et le port de destination à des intermédiaires approuvés par le corps des gardiens de la révolution islamique. Si le corps valide le navire, celui-ci reçoit une autorisation codée, une vedette de patrouille du corps escorte, ensuite le bâtiment dans un chenal détourné, non pas le schéma standard de séparation du trafic à 2 voies qui passe par le milieu du détroit, mais un corridor étroit au nord de l'île de Larak,
entre deux îles iraniennes et longeant la côte iranienne. Chaque navire empruntant cette route passe par des eaux que l'Iran revendique comme souveraines. Ce n'est pas un accident. C'est l'architecture d'un contrôle permanent. Les règles d'accès sont réparties selon des lignes géopolitiques. Les navires battant pavillon chinois, russes, indiens, irakiens et pakistanais transitent gratuitement. Les navires liés aux États-Unis, à Israël ou à leurs alliés paient environ 2 millions de dollars par traversée, réglés en yuan chinois, ou ne passent pas du tout. Au moins 2 navires ont déjà payé. Le Parlement iranien rédige activement un projet de loi pour inscrire cet arrangement dans le droit, non comme une mesure d'urgence en temps de guerre, mais comme une expression permanente de souveraineté. Le député Mohammad Raza Razakoutchi a déclaré aux médias d'État iraniens que le Parlement poursuivait un plan visant à établir formellement le contrôle et la supervision iranien sur le détroit, tout en créant une source de revenus grâce aux droits de passage. Et voici ce qui rend cela dévastateur pour Washington. Le nouveau guide suprême de l'Iran, Mojtaba Khamenei, qui a succédé à son père après la mort d'Ali Khamenei, au début de la guerre, a déclaré dans ses premiers propos publiquement rapportés que le levier d'Ormuz devait continuer à être utilisé. L'Iran a également ajouté à sa liste de conditions pour mettre fin à la guerre une exigence qui n'était jamais apparue auparavant, la reconnaissance de la souveraineté iranienne sur le détroit d'Ormuz. Au tarif de péage projeté et au volume de trafic normal, ce système générerait plus de 600 millions de dollars par mois rien qu'avec les pétroliers. Si l'on inclut les cargaisons de gaz naturel liquéfié, le chiffre dépasse 800 millions de dollars. L'Égypte perçoit environ 700 à 800 millions de dollars par mois grâce au canal de Suez. L'Iran est en train de se bâtir une machine à revenus de niveau Suez à partir d'une voie maritime qui, en droit international, n'appartient à aucune nation en particulier. Restez avec moi car la contradiction entre ce que dit Trump et ce que fait le Pentagone constitue la ligne de fracture la plus révélatrice de tout ce conflit. Alors que Trump parle de partir, le Pentagone continue de renforcer sa puissance de combat dans la région. Reuters et l'Associated Press ont rapporté l'arrivée de forces expéditionnaires supplémentaires des marines vers le Moyen-Orient, le déploiement dans le théâtre de 2500 parachutistes de la 82e division aéroportée, ainsi que l'envoi d'un 3e porte-avions américain, l'USS George H.W. Bush, pour soutenir ce renforcement. C'est pas le profil d'une sortie propre. C'est le profil d'une administration qui maintient ouvertes des options d'escalade, y compris une possible opération contre l'île de Karg. Karg se trouve à environ 15 miles de la côte sud de l'Iran. Elle traite environ 90% des exportations iraniennes de pétrole brut. Trump a déclaré au Financial Times qu'il pourrait prendre l'île. Les unités déployées correspondent exactement à ce type d'opération. Les marines pour un assaut amphibie, les troupes aéroportées pour une insertion rapide sur un terrain contesté, les forces spéciales pour sécuriser des matières nucléaires identifiées par les services américains comme une cible prioritaire de récupération. L'Iran a tiré des centaines de missiles balistiques et des milliers de drones depuis le début de la guerre. Reuters a rapporté qu'environ un tiers de l'arsenal de missiles iranien a été confirmé comme détruit. Les analystes soulignent que cela laisse des capacités importantes intactes. Par ailleurs, des installations américaines et du Golfe ont subi certains dégâts pendant le conflit. CNN a rapporté que l'Iran renforçait l'île de Karg avec des troupes supplémentaires, des défenses aériennes en profondeur et des pièges physiques. Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a averti publiquement que si un État régional soutenait une opération de débarquement, l'ensemble de ses infrastructures vitales serait visé par des attaques incessantes et implacables. L'ancien commandant suprême allié de l'OTAN, James Stavridis, a qualifié l'option amphibie d'extrêmement dangereuse. Le Royal United Services Institute à Londres a estimé qu'elle ne serait pas sans effusion de sang. Et la Foundation for Defense of Democracies a averti que tenir Karg sous un feu continu de missiles balistiques tirés depuis le territoire iranien à seulement 15 milles de distance exigerait un dispositif défensif massif, impossible à assembler rapidement. Ce n'est pas un raid commando.
c'est une occupation sans échéance. Et Trump a passé toute sa carrière politique à promettre que les guerres sans fin étaient terminées. Voici maintenant la dimension qui accélère le désespoir de Trump plus vite que n'importe quelle variable militaire. Les ravages économiques. Les prix de l'essence aux États-Unis ont atteint une moyenne nationale de 4, 20 $ le 30 et 1 mars. C'est une hausse de plus de 1 $ par rapport au prix d'avant-guerre de 2,97 $, soit une flambée 35% en 32 jours. Le diesel a été encore plus durement touché, bondissant de 45% à 5, 45 $ le gallon. Le diesel fait tourner chaque camion, chaque tracteur, chaque train de marchandises, chaque chantier de construction du pays. Ce coût n'est pas encore entièrement visible à la pompe. Il est dans la chaîne à venir. Il se répercutera sur les rayons alimentaires, les factures de transport et les factures d'électricité au cours des 60 à 90 prochains jours. Le Brent s'est établi autour de 118 $ le baril pour livraison en mai. C'est une hausse de 60% depuis le début de la guerre. Goldman Sachs et d'autres ont averti qu'une fermeture durable d'Ormuz pourrait pousser le brut au-delà de 150 voire 200 $ le baril, un niveau que le monde n'a jamais connu. L'Agence internationale de l'énergie a qualifié cette perturbation de sans précédent par son ampleur, et les gouvernements ont répondu par une libération coordonnée record de 400 millions de barils issus des réserves stratégiques. Cela a permis de gagner du temps, pas d'apporter une solution. Les dégâts s'étendent désormais bien au-delà de la pompe. Qatar Energy a déclaré un cas de force majeure sur certains contrats de gaz naturel liquéfié. Les Philippines ont déclaré une urgence énergétique nationale. Les approvisionnements en hélium ont été perturbés et les marchés intègrent de plus en plus un ralentissement de la croissance, une inflation plus persistante et moins de baisse de taux à court terme. La position politique de Trump s'est fortement affaiblie. Reuters, Ipsos, a établi son taux d'approbation générale à 36%. Seuls 29% approuvaient sa gestion de l'économie et seulement 35% soutenaient les frappes contre l'Iran, tandis qu'environ 60% s'y opposaient. Environ 2/3 des Américains ont déclaré que les États-Unis devraient mettre fin rapidement à la guerre, même si tous les objectifs n'étaient pas atteints. Le président de la commission des forces armées de la Chambre des représentants, Mike Rogers, a dit aux journalistes qu'il existait une frustration des deux côtés de l'échiquier politique après des briefings classifiés du Pentagone qui ont laissé les élus avec davantage de questions que de réponses sur les plans de déploiement, l'issue recherchée et le coût. Le représentant républicain Brian Fitzpatrick a déclaré qu'il obtenait ces informations par les articles de presse, non par l'administration. Les 435 sièges de la Chambre des représentants et 35 sièges du Sénat seront soumis aux électeurs en novembre. Et chaque jour où le prix à la pompe reste au-dessus de 4 $ affaiblit la position républicaine. Alors où cela se termine-t-il ? Trump a 3 routes, et aucune ne mène à une issue propre. Il peut déclarer la victoire et se retirer alors qu'Ormuz reste sous contrôle iranien. Rubio prépare déjà ce récit. Netanyahou a déclaré à Newsmax que la guerre avait dépassé la moitié de son parcours en termes de mission. Le langage est en train d'être façonné pour revendiquer le succès. Quand la politique échoue, le communiqué de presse reçoit l'ordre de gagner la guerre tout seul. Mais si le détroit reste fermé, si le régime de péage se durcit, si l'essence reste chère, les critiques présenteront l'ensemble de la campagne comme l'échec stratégique le plus coûteux depuis le Vietnam. Jamie Dimon, le directeur général de JP Morgan Chase, a déclaré publiquement sur Fox News que les États-Unis devaient gagner cette affaire et nettoyer les détroits. Il peut confier le problème aux alliés. Londres et Paris assembleraient une coalition pouvant aller jusqu'à 35 nations pour sécuriser le détroit une fois les combats terminés, avec des frégates, des escortes et une défense aérienne. La Chine et le Pakistan ont proposé leur propre plan de paix en 5 points. Mais cette voie met en lumière le fait que l'Amérique a lancé une guerre, puis a demandé au reste du monde de l'achever. Ou bien il peut escalader, s'emparer de Karg, prendre d'assaut le littoral iranien, rouvrir le détroit par la force avec les marines et l'infanterie aéroportée sous le feu. Les forces sont en position.
Le Boxer arrive dans 2 semaines, donnant aux États-Unis leur capacité terrestre maximale, mais le Pentagone estime qu'une opération visant uniquement à rouvrir Hormuz prendrait encore 4 à 6 semaines supplémentaires, repoussant la guerre bien au-delà du mois de mai. Les pertes américaines augmenteraient, les retombées politiques seraient volcaniques, et Trump se retrouverait propriétaire d'une guerre terrestre en Iran, exactement le scénario contre lequel il a bâti sa marque politique. Demain soir, le 2 avril, Trump s'adressera à la nation au sujet de l'Iran. La Maison-Blanche a reporté à la mi-mai un voyage en Chine, ce que beaucoup interprètent comme une échéance discrète pour mettre fin au conflit. La réserve stratégique de pétrole est en train de se vider. Le groupe de frappe du Boxer se rapproche, le régime de péage se durcit pour entrer dans la loi. Les États-Unis ont coulé la majeure partie de la marine iranienne. Ils ont éventré des aérodromes, des usines de missiles et des installations nucléaires à travers le pays. 11,3 milliards de dollars dépensés en 6 jours. Plus de 8000 cibles frappées. 92% des principaux navires de guerre iraniens ont été éliminés. Et après tout cela, l'Iran contrôle encore la seule chose qui compte. Les 3 corridors d'eau entre son littoral et Oman, par lequel 1/5 de l'approvisionnement énergétique mondial est censé transiter. La guerre a été vendue comme une démonstration de force. La sortie est désormais emballée comme de la flexibilité. Dans ce scénario, la retraite reçoit simplement une nouvelle étiquette et un micro plus puissant. Mais le détroit raconte la seule histoire dont se souviendront les marchés, les alliés et les électeurs. Qui tient Hormuz tient le levier. Et à l'heure actuelle, ce ne sont pas les États-Unis.